fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, mec? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, j'ai reçu le musicien Flavien Berger. Il se décrit comme un musicien de techno, mais nous, on a souhaité lui parler de sa sensibilité, de ses cheveux longs, et on lui a aussi demandé sa définition du bonhomme. Un bonhomme, j'ai longtemps utilisé bonhomme pour dire que justement c'est un vrai mec. En gros, un mec qui gagne une bagarre. Donc un bonhomme, quand j'étais au collège et qu'il fallait être un bonhomme, c'était pas baisser les yeux, quoi. Et plus tard, le terme c'est plus rapproché de la bonhomie. Je l'ai utilisé dans une chanson qui s'appelle Bagarre molle, du coup. Et la bonhomie, c'est quelque chose de contagieux, comme ça, sur un peu profiter du moment présent, réussir à être joyeux, même dans des moments un peu graves, faire un peu un truc d'aïkido au sérieux. Et quelque chose de la générosité, dans le partage. Donc pour moi, un bonhomme, l'homme bon, c'est ça, c'est quelqu'un qui se fait pas passer avant les autres. Et toi, t'as réussi, du coup, depuis le collège, à devenir un bonhomme dans cette dernière définition ? Pas tout le temps. Je crois qu'on n'est jamais constant dans un état. En tout cas, je sais que j'ai jamais été un bonhomme dans la première définition. J'ai très peur de la bagarre. J'ai un truc qui se voit tout de suite où j'ai mon visage qui devient très très blanc quand on m'approche pour des raisons violentes. Donc ça tient pas. J'ai jamais gagné une bagarre. Oui, t'as peur de pas savoir te défendre. Je ne sais pas me défendre. Oui. Ou alors, si je savais me défendre, c'est vraiment un truc de l'ordre de la matrice, quoi. C'est que j'ai des pouvoirs inconnus qu'il faut que je découvre en dehors du monde réel, quoi. Mais non, l'affrontement physique me fait vachement peur. J'ai peur qu'on me crève les yeux, quoi. Tu vois, je vais tout de suite au pire de qu'est-ce qui peut me faire mon assaillant. Et c'est crever les yeux. Ouais, crever les yeux ou mettre un énorme coup de latte et me rendre immobile, enfin tétraplégique, enfin tu vois, le pire qui soit. Ou les trucs les plus violents. Dans ce cas-là, l'imagination est pas vraiment un ami. Mieux vaut être un peu inconscient et foncé, je pense, que se dire alors qu'est-ce que je risque. Et du coup, t'as jamais essayé d'apprendre à te défendre en disant au cas où, puisque j'imagine le pire, est-ce qu'il faut que je sois capable de répondre au pire ? Je pense que j'ai par cycle régulièrement la volonté de m'inscrire à des cours de boxe ou d'aïkido, je dirais. Un truc pour renverser la vapeur et utiliser la force de l'autre contre lui. Qu'est-ce que je pourrais faire comme... J'ai beaucoup été attiré par le kung-fu quand j'étais petit, parce que le Wu-Tang Clan, parce que la 36e chambre et ce truc du moine Shaolin, pour moi, être un moine Shaolin, c'était, je pense, le but d'une vie. Mais ça s'arrêtait sur jouer en chaussettes sur son lit et imiter les mouvements en faisant des bruitages à soi-même. Tu sais, ces enfants qui font des bruitages à eux-mêmes, des bruits d'explosion au moment où ils traversent une porte comme ça. Et tu t'es déjà pris une raclée ? Enfin, tu t'es déjà fait casser la gueule ? Ouais, plusieurs fois. C'est ça qui est traumatique, parce que c'est toujours injuste en fait. On se fait jamais casser la gueule pour des bonnes raisons, je pense. On se fait casser la gueule parce qu'on est différent, parce qu'on est plus faible, parce qu'on représente quelque chose chez l'autre qui est peut-être violent pour lui. C'est souvent lié à des différences de classe ou des différences quoi, culturelles. Moi, je me souviens du moment où les gens qui auraient pu m'agresser ont commencé à m'appeler monsieur. Tu vois, il y a eu ce truc où je pense que c'est lié à la moustache. C'est quand tu commences à avoir de la pilosité et puis que tu commences à être un peu plus grand et puis te saper un peu plus comme un bonhomme. Et il y a ce moment où en fait j'ai grandi, en fait je suis plus la proie, mais je suis pas non plus le rapace, quoi. Mais non. Après on est tous le rapace de quelqu'un aussi. Enfin, on représente
Tu vois, moi, je pense que moi, dans mon identité, ce que je génère, je pense qu'il y a des gens qui peuvent me voir comme un rapace ou comme un... Après, je t'imagine mal volontairement créer de l'angoisse chez quelqu'un ou le menacer. Ce dont on parle là, mais... Non. Ouais. Donc, Bah non. Non, parce que ça, enfin, voilà, on rentre tous dans un schéma psychologique où souvent c'est lié à je pense que les gens qui menacent les autres, dans certains cas, c'est lié à l'insécurité qu'ils ont eux-mêmes et du coup, ils vont essayer de se prouver qu'ils sont mieux que les autres en écrasant les autres, voilà. Est-ce que tu saurais parler des modèles de masculinité que tu as eus, déjà autour de toi, parce que c'est nos premières références, et puis après dans la vie, dans l'univers commun, les médias, le cinéma. Est-ce que tu as ça en tête, surtout dans l'enfance quand on se construit? Alors, en tout cas. moi, je suis le dernier de 5 enfants. Ouais. Donc j'ai 3 grandes sœurs et un grand frère. Donc mon premier modèle, c'est mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi. Ouais, d'accord. Donc le modèle du grand frère, quoi. C'est-à-dire musicalement, esthétiquement, les choix empruntés de qu'est-ce qu'on aime dans la culture. C'était quoi les goûts? C'était le hip-hop, le rap, toute la culture hip-hop. Lui, il avait des platines dans sa chambre, il mixait, alors que nous, je me souviens vraiment de moments où ma mère allait le voir, genre, baisse la musique, parce qu'il y avait des bases de rap new-yorkais américain où il mixait, il s'entraînait à être DJ et tout. Et comme il est très grand, on passe même pas dans les mêmes... Enfin, j'ai jamais été en même temps que lui dans une école ou dans un lycée ou dans un collège. Chose que j'ai pu avoir avec une de mes sœurs. Donc voilà, il y a un truc lointain. Et puis l'attrait pour la création, le cinéma, l'image en mouvement. Donc il y a eu ce truc où, le grand frère, comment il se sape. Une forme d'admiration, quoi. Complètement, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment modèle masculin et puis modèle tout court. Et après, je crois que... Après, c'est blanc. Le modèle masculin, tu grappilles un peu partout. T'aimes bien ça chez ce mec-là, il en jette. Moi, je sais que j'ai longtemps voulu être un basketteur de 2 mètres, quoi. D'ailleurs, mon modèle masculin n'est pas du tout ce à quoi je ressemble. Enfin, pour moi, je vénère l'Hidalgo. le grand brun fin, sec, aux mains très fines. Voilà, c'est le contraire de moi. Mais pas totalement le basketteur non plus. Non, mais je veux dire, depuis, moi, quand je trouve qu'un mec est beau gosse, c'est... Après, bizarrement, je suis attaché à ce côté fin des mecs. Et t'avais des références communes avec tes sœurs ou c'était plutôt un truc que vous partagez entre frères? Des références communes avec mes sœurs à fond. Moi, j'ai beaucoup partagé aussi. C'est marrant, j'ai ramené un piano, je crois que je vais pas en jouer. Je suis trop concentré dans ce qu'on dit. Si tu me dis que tu veux... C'était un peu une espèce de masque. Alors, avec mes sœurs, moi, tout jusqu'à être un jeune adulte, j'ai beaucoup partagé culturellement avec mes frères et sœurs et suivi les chemins. Il y a des films comme ça qui symbolisent un peu votre fratrie ou des choses que vous avez vues plein de fois ensemble et quand vous en reparlez aujourd'hui, c'est un peu le film... Ouais, il y a Le Magnifique. Ça, c'est drôle. Le Magnifique de Broca avec Belmondo. C'est l'histoire d'un mec qui écrit des espèces de romans de détective dont le héros s'appelle Bob Sinclair, ça vient de là. Et lui, en fait, quand il se met à écrire, et c'est un écrivain un peu raté, et quand il se met à écrire, tu balances dans son imagination et lui incarne son personnage qui est justement la masculinité, mais au top. C'est ça, un Belmondo, c'est drôle. Mais à tel point que c'en est risible, c'est-à-dire il sort de la piscine à Acapulco et dans son froc, il a un peigne, il va se repeigner et au moment où il se retourne, toutes les nanas se tombent évanouies tellement il est beau gosse, quoi. Et puis il va en fait détruire son personnage petit à petit parce que son personnage lui vole la vedette dans sa vie puisqu'il est amoureux de sa voisine et sa voisine vient pour lui lire les dernières lignes qu'il écrit parce qu'elle est amoureuse de son héros. Donc il va détruire son héros. Donc c'est super beau, quoi. Donc ça c'est grave mais pas parce que masculinité, parce que je pense qu'il y a ce truc très très fantaisiste dans l'écriture de ce film qui nous fait vachement marrer avec beaucoup de second degré. Moi quand j'étais petit, mon film de chevet c'était Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Donc je me suis longtemps pris pour Macaulay Culkin, tu vois, en train de faire des pièges. Et puis en train de faire des pièges. Il y a ce truc aussi justement
de l'enfant qui se crée des mondes tout seul. Ouais. Du coup, c'est le moment de te demander quel genre de petit garçon t'étais, si t'as des souvenirs qui remontent jusque-là. Dernier de 5 enfants, donc un enfant qui a besoin un peu de l'attention de tout le monde, genre oh, hello. Je crois que c'est pas... Et ça, tu essayes de l'acquérir comment ? En faisant des spectacles. Ah ouais. Aux réunions de famille. Et en faisant des spectacles plus ou moins ratés. Musicaux ? Non, plutôt sketch. Plutôt, je vais vous raconter une histoire, et au moment où tu racontes l'histoire, tout le monde voit dans tes yeux que tu vas l'inventer, et toi tu fais semblant qu'elle est écrite, et du coup tu racontes, et tout le monde est ok, c'est bon, c'est fini là. Et non, parce qu'en fait, là où on croyait que dans le château il y avait tu vois, et ça jusqu'à saouler tout le monde en fait. Il y a ça, et puis un enfant qui joue un peu seul, mais pas parce que j'étais tout seul, parce que il y a ce truc, je pense que j'ai retrouvé plus tard dans la musique, où ouais, tu crées un peu ton propre foyer à toi aussi à un moment, d'univers dont tu maîtrises le début et la fin, et que tu construis, qui te représente, je sais pas. Assez blanc. Je crois qu'on me disait tout le temps que j'étais Ah ouais ? assez blanc, assez blafard. Un peu malade, un enfant un peu malade. Malade, mais qui fait des spectacles. Qui fait les spectacles, ouais. En 9e, je touche à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque que je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colle spéciale pour les enfants trop gros. Et alors un jour au déjeuner, j'ai craqué et je me suis goinfrée et ils m'ont foutu à la porte. Est-ce que tu penses que t'étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon, donc pour accrocher à notre thème de la masculinité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement absent des questions que tu devais te poser à l'époque ? Encore une fois, il y a ce truc d'être dernier d'une fratrie. T'es un peu épargné sur les possibles erreurs qu'ont pu éponger ceux avant toi. Donc moi, en tant que petit garçon, j'ai pas eu l'impression d'être forcé à être un petit garçon plus que ça. Pas d'attente particulière de tes parents, du coup ? Non. Même propension à se déguiser. C'est bien ça. C'est un truc qui est hyper bien. On avait sous le lit, donc moi j'ai longtemps partagé ma chambre avec ma sœur au-dessus de moi, donc le lit superposé. Et sous le lit, il y avait un énorme tiroir avec des déguisements. Trop bien. Et donc on ouvrait le truc et puis on se déguisait, souvent dans les mêmes choses, mais du coup la possibilité de se travestir très tôt. Ouais. C'était quoi ? Se travestir donc en femme, par exemple ? Ouais. En fait n'importe quoi, prendre les couleurs qu'on aime, et puis il se trouve que c'est un bonnet phrygien ou une robe rouge, voilà. Et je suis très contente d'entendre ça, parce que j'ai posé la question à plusieurs interviewés dans Bonhomme en disant alors, encore une fois, tu vois, c'est une généralité qui marchait pas, mais alors il paraît que les garçons adorent se déguiser en filles, il paraît que c'est génial pour vous, et il n'y en a aucun qui m'a dit oui. D'ailleurs, j'avais plutôt des non, c'est gênant, alors que j'ai toujours eu ça. Moi j'ai des frères et je peux pas les afficher comme ça, mais je sais qu'ils ont toujours adoré se déguiser en filles parce que c'était un nouvel univers qui s'ouvrait. On l'a vu là, la vidéo du père qui se déguise en la Reine des Neiges avec son fils, et tout le monde est genre j'ai pas vu. T'as pas vu ça ? Non. Mec en Scandinavie, et puis son fils il kiffe la Reine des Neiges, du coup il se dessine en la Reine des Neiges et il fait la choré de la Reine des Neiges, et en fait tu peux pas te dire il y a un pépin. Non, c'est trop normal, c'est super beau, et je pense que on mettait pas forcément de mots dessus avant. Maintenant on se regarde tous beaucoup plus comment en fait on fait les choses avec les vidéos quotidiennement et tout, et même chez moi je pense qu'il y a un réflexe où j'ai pas d'enfant, mais un enfant, même il y a un truc qui reste, c'est presque reptilien, il y a un truc qui reste de longtemps où un petit garçon qui se déguise en fille, en effet ça peut être chelou, alors que non, mais je veux dire t'y peux rien, il y a des restes qui font que c'est pas, faut pas faire comme si, chez les gens je pense que c'est très naturel et tant mieux, mais il y a un truc de double take à faire, genre il faut que s'il veut il peut. Et du coup là c'était marrant parce que une amie à moi a un petit garçon, et on était à la maison de campagne, on faisait une semaine, on bossait sur mon live avec toute mon équipe, et une amie à moi avait son petit garçon avec nous, et il y avait plein de déguisements de filles pour boucler la boucle, parce que j'ai plein de nièces. Et il regardait sa mère, et il avait absolument envie de tester cette robe, et tout le monde était mais grave. Et il s'est endormi dans la robe, et puis ça, voilà. Et puis en même temps, il y a des paillettes, il y a des couleurs c'est brillantes, plus beau, ouais. Ça attire tous les enfants d'avoir ça, mais bon,
C'est chambé. Et toi, du coup, facilement déguisé en fille, personne te disait de ne pas le faire? Je sais pas. Je sais pas. Pas. Le climat était pas contre, mais le climat était pas non plus. J'ai pas de souvenir que ça ait créé quelconque tension dans n'importe quel sens. Est-ce qu'il y a des clichés de la masculinité auxquels tu réponds complètement? Ou au contraire, est-ce qu'il y en a auxquels tu réponds pas du tout et tu te dis mais jamais. Encore tout à l'heure, j'étais dans le train pour venir ici. Et le contrôleur qui arrive dans mon dos, parce que j'étais debout en voiture-bar, j'ai ce truc où j'aime bien être au voiture-bar en train de bosser. Il arrive par derrière et il me tape forcément « Bonjour, madame ». Et là, je me retourne « Monsieur ». Et toutes les semaines, plusieurs fois, parce que j'ai les cheveux longs, il y a un mademoiselle qui s'arrête au moment où je tourne mon visage. Et quand t'entends ça, justement, est-ce que tu dis « Ah putain, fais chier, ils m'ont confondu ». Non, pas du tout. Mais je sais pas ce que ça me fait. Je peux juste, pour l'instant, aujourd'hui, arriver avec ce fait-là, quoi. Et je pense pas que ce soit un problème de la société ou quoi, mais c'est juste marrant. Parce que j'ai les cheveux longs, pour ceux qui voient pas. Tu les as toujours eu longs? Non. Je les ai eu longs quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. C'était à Paris, en fait, avec un de mes meilleurs potes, en 2014. Et puis après, je les ai pas coupés parce que c'est le premier qui les coupe qui a perdu. Ah, c'est vrai? C'est juste pour ça, vraiment, honnêtement? Et après, c'est parce que, quelque part, dans notre équipe, on s'était tous laissé pousser les cheveux à un moment ou à un autre, et tous les deux, on a continué le délire. Mais maintenant, c'est ton identité. Maintenant que tu as une image qui t'appartient presque plus. Oui. C'est marrant, mais j'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Ah ouais. Et même dans ma famille, ma mère ou mes sœurs, on est régulièrement sur un petit trimestriel. Et quand est-ce que tu te coupes les cheveux? Et c'est ma petite rébellion à moi. Non pas parce que c'est truc de femme ou quoi. Là, c'est plus sur des genres. Les cheveux longs, un peu dans ma famille, c'est un peu un truc de bab. Ouais, de moins prendre soin de ça alors que je veux dire, mes parents sont mariés en 70, tu vois, genre, c'est les plus babs de nous tous, mais ouais, il y a un truc de blocage dans les cheveux longs. Alors que toutes mes sœurs ont des cheveux longs magnifiques. Est-ce que tu les entretiens? Est-ce que du coup, ils peuvent te dire que c'est du laisser aller, ou au contraire, tu fais l'effort de Ah non, je les entretiens, mes cheveux, ouais. Non. En plus, c'est dans l'air du temps, on le voit de plus en plus, ces garçons qui ont les cheveux longs, même ados, là où... Ouais, tu vois de plus en plus d'enfants de 10 ans avec les cheveux longs. Ouais. Après, je sais que je vais me les couper à la fin de cette tournée, pas genre des coupes très courtes comme j'ai pu avoir avant, mais du coup, si mon pote entend ça, il sait que je vais perdre le pari d'entrée de jeu. Il veut partir sur un mulet, lui. Ah ouais. Et je suis rien contre le mulet, plein d'amis ont des mulets, mais moi, je pense que comme j'ai pas de pattes, je vais vraiment avoir encore plus ce côté poupon que je déteste. Ah ouais, tu trouves que tu fais trop jeune? Je fais trop joufflu. Si je devais tu sais, comme quand tu crées ton personnage dans un jeu vidéo, au début du jeu vidéo, si je devais me créer mon personnage, je ressemblerais pas à ça. C'était une question que je m'apprêtais à te poser, mais est-ce que tu te considères comme viril? Non. Mais là encore, après, je fais de la musique, je suis chanteur, donc en fait, il y a un truc où, ouais, je pense que il peut y avoir un truc de l'ordre de la voix quand tu chantes. Dans certaines, même aigu, hein. Enfin, Prince, il est maxi viril, il chante maxi aigu. Donc moi, j'ai une tessiture grave et je peux aussi être aigu. Donc je pense que je vais pas faire semblant que il y a pas quelque chose. Mais viril encore, c'est à définir. Tu vois, c'est comme masculin. Comme bonhomme. C'est comme bonhomme. Mais il se trouve que je suis un homme qui chante des chansons d'amour. Du coup, il y a des moments où ça peut être pour un auditoire, ça peut être viril. Mais après, ça peut être une notion physique aussi. Pour le coup, non, je crois pas. Non. Je crois pas. Mais t'es à l'aise avec ton apparence physique? Non. Moi, pas à l'aise, non. Mais ça a toujours été comme ça? On me renvoie, tu vois, les gens que j'aime me renvoient quelque chose de positif sur mon physique. Mais je me kiffe pas, quoi. Mais t'as des complexes, par exemple? Grave, j'ai un truc où j'ai toujours peur... d'être un peu trop gros, tu vois. Ah ouais? Ouais. Toujours peur d'être un peu trop petit, d'être un peu trop tassé. Par rapport à une norme? Par rapport à la norme, grave. Par rapport à ce physique d'Hidalgo de 1m80 dont je te parle, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent 100% des cas, où tu les regardes, où tu les écoutes, où tu les... Qu'est-ce qui peut le plus t'émouvoir sur cette terre? En fait, je pars du postulat que t'es sensible parce que j'ai écouté tes musiques, parce que j'ai eu des interviews sur toi, mais tu peux très bien me dire, mais attends, pas du tout, moi. Non, gros...
J'ai une propension à avoir les yeux mouillés assez fat. Là, j'ai chialé à mon premier concert. Pour le coup, le concert est un spectacle auquel je suis assez imperméable. Où t'étais en tant que public ? Où j'étais en tant que public. Non, j'ai jamais pleuré sur scène. Je fais pas cette fiction de ma vie, genre, oh la vache, j'ai parcouru tellement de kilomètres. Non, quand les gens applaudissent, ils m'applaudissent pas, moi. Il y a tellement de gens, enfin bref, on reparlera ça tout à l'heure. Avec plaisir. Mais ouais, le concert, c'est un truc un peu genre, à part si t'es fan de la musique et que tu chantes tout, ce qui est pas forcément mon cas, où je connais jamais les paroles par cœur, où je suis... du coup, je suis pas genre des gens qui jouent sur scène. C'est bizarre à dire parce que je suis musicien et je fais des concerts et tout, mais j'ai jamais été hyper fan de ce que c'est qu'un concert. C'est un peu long, t'es longtemps debout, t'as accès à de la bière, du coup t'es trop vite bourré. Il y a un truc où voilà, le concert, je suis pas dedans à donf. Et là, j'ai vu Erykah Badu à Willow Green qui jouait. J'ai joué à Willow Green le week-end dernier. Et elle jouait après sur la grande scène. Et je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ça a été une espèce de lame de fond de nostalgie parce que c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée. Aussi, justement, avec mes sœurs et avec mon frère et avec ma famille et tout. Et en fait, elle était là, quoi. C'est le fait de la voir ? Le fait de la voir incarner sa musique, d'entendre ses morceaux, d'être... je pense que j'étais hyper en émotion aussi parce que j'étais claqué. J'avais fait un week-end de 3 concerts et tout. Donc j'étais un peu à vif ou à fleur, je sais pas. Et je me suis mis à pleurer, quoi. Parce que je connaissais les morceaux, en fait. Et la manière dont elle les réinterprétait, la manière dont elle considérait le public. Et c'était un peu mystico-bullshit, tu vois. Même si elle y croit. Mais moi, j'ai marché. Je veux dire, quand elle fait prendre une inspiration et expirer tout un public, dans le silence, dans une scène au soleil couchant, pour après repartir sur un track que tu as écouté petit et qui est... Tu sais même pas ce qu'elle raconte, mais ça te touche. Enfin, moi, j'étais... c'est bon, elle m'a eu, quoi. Et tu pleures souvent ? C'est quelque chose que tu laisses aller ? Non, mais au spectacle, quoi, ouais. Au film. Tu vois, je peux regarder une rom-com et au moment où... J'ai maté la trilogie Matrix pour un petit peu me dire, bon, en fait, c'est quoi Matrix ? Dans un break de la tournée, je me suis refait la trilogie Matrix. Moi, au moment où il la sauve, parce que, no spoiler, mais dans le 2, il la sauve parce qu'en fait, c'est Jésus. Et il la sauve, il met sa main dans son corps matriciel et il refait partir son cœur, et parce qu'il s'aime, et du coup la prophétie fait que ils doivent s'aimer, du coup ils doivent être en vie. Et tout est... Moi je suis très, très sensible à ça. Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux. Et oui, justement, j'avais prévu de te demander si t'étais romantique. En ayant une partie de la réponse déjà en oui, tête. mais après, je pense que je crois que je suis dans un grand déni, mais je crois pas être romantique, vraiment. Mais c'est la définition qui ne va pas. Enfin, c'est le mot. Mais le romantisme, pour moi, c'est morbide, en fait. C'est contempler l'instant qui est déjà en train de disparaître et se pâmer dans les vestiges de quelque chose qui ne sera plus jamais. Est-ce que t'es sensible à... j'essaie de le tourner autrement. Mais aux sentiments partagés entre deux êtres, par exemple. Ouais, je pense que je suis sentimental, sans être en plus sentimentaliste. C'est-à-dire que tu n'en fais pas des tonnes autour du sentiment en soi. Non. L'idée de mon disque que j'ai sorti l'année dernière, c'est de parler des sentiments en parlant d'autre chose, en fait. En évoquant, en allant à l'essence sans dire tu me manques, t'étais la plus belle. Parce que c'est trop niais. Enfin, c'est trop parce évident. qu'en fait, pour moi, ça veut rien dire. Parce que ça s'incarne dans autre chose, les histoires d'amour. Ça s'incarne dans des lieux, dans des moments de la journée, dans des chansons. Et j'ai essayé de scanner un peu ça, plus dans ce disque-là. Donc, parler de sentiments, mais sans être sentimentaliste. C'est-à-dire que la chanson en soi parle pas de sentiments. Mais finalement, quand tu racontes qu'un couple ont une chanson qui leur appartient au karaoké, et que c'est leur chanson à eux, tu dis pas c'est l'histoire d'un couple qui s'aime et qui se voit et qui font l'amour. C'est l'histoire d'une chanson dans un karaoké. Et en fait, en contreforme, il y a tout ça. Et puis chacun peut finalement, on a tous une chanson au karaoké. Et puis j'aime bien ce truc de méta, de me dire qu'est-ce qui se passe si un jour les gens chantent cette chanson au karaoké, qui parle de karaoké.
Et là, La boucle. la spirale. Et est-ce que tu as des angoisses ou j'ai noté des douleurs inguérissables et dont tu te sers pour créer de l'émotion dans ta musique? Est-ce que tu as... Ou même tout court, hein. On n'est pas obligé de... C'est bizarre de faire de la musique parce que souvent on écrit des trucs, on est persuadé qu'on parle pas de soi. Et puis on se rend compte en se retournant qu'en fait c'était complètement de nous dont on parlait. Et puis ça, la musique ou n'importe quoi en fait. Hein. Mais il faut le savoir. Et t'as un exemple comme ça de choses dont tu t'es rendu compte, que tu avais traduit dans un disque tout mon dernier album. Ouais. Et ça fait du bien? Ça fait l'effet d'une thérapie? Non, pas du tout. Non. Parce que j'ai un... on parlait de s'exposer et de pas parler de soi et de pas parler de son intimité et tout. Et t'as du mal avec ça? C'est dangereux parce que ça perd tout le monde. C'est-à-dire ça perd tout le monde? Quand ta vie est exposée à l'œil public, à un moment ou à un autre, ça te perd. Ça devient un poids. Et tous les gens... j'ai pas envie qu'on sache avec qui je partage ma vie, qu'est-ce que je fais de mes journées, tu vois, en fait... Mais pourtant, tu as besoin de mettre sur le papier ce que tu ressens, donc ce qui est plus intime. Ouais. Finalement, c'est ça. Tu vas chercher au fond. Donc, où est-ce que tu places le curseur entre parler de choses intimes parce que c'est ton prisme, parce que c'est ta sensibilité, et en même temps, pas parler de ta life. Et parler de la vie de tout le monde. Parler de la vie, quoi. Et mine de rien, je crois que j'ai plutôt réussi avec ce dernier disque. Mais j'ai flippé quand même. Je me suis dit, oh là là, mais je parle de ça, en fait. C'est avant de le sortir, tu t'es dit, non, si après. Quelqu'un comprend que je parle de lui ou... Après, une fois qu'il est sorti. Et t'avais peur que les gens, des personnes que tu connaisses comprennent? Non, pas des personnes que je connaisse, mais c'est informel, hein. C'est dans l'air que les astres comprennent qui je suis, tu vois. Parce que c'est sorti de moi, donc ça m'appartient plus. Et puis, ça, c'est une angoisse qu'en fait, ma question au début, c'était ça. Est-ce que tu as des angoisses et au final, tu finis par... Ouais, mais c'est pas tant cette angoisse d'être exposé. Je pense que j'ai une grosse angoisse qui est le regret. Et en fait, c'est le Ouroboros parce que tu peux... Ça se mord la queue, en fait. Mais... Et puis, c'est ce truc de... Mais j'y arrive, en fait, avec la musique, j'y arrive parce que ça me donne confiance, parce que... Mais c'est ce truc de mauvais élève que j'ai toujours été, où en fait j'ai l'impression de ne pas avoir donné assez à un moment, pas avoir assez travaillé, pas m'être assez donné. Et c'est un travail d'une vie, tu vois, mais c'est quand tu as un départ comme ça dans la vie, où tu as vraiment été très mauvais élève, où tu as traîné des pieds, où tout le monde te disait c'est du gâchis, tu es du gâchis, t'es dommage. Et en fait, je crois que ça marque et du coup, tu cours après toi-même. Et ce disque, il parle un peu de ça aussi. C'est un disque où il y a un morceau qui parle d'avoir tout le temps l'impression d'être en retard. Et du coup, de courir et d'aller trop vite et du coup, de se cracher, tu vois. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.